Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va intéresser beaucoup de monde, notamment les gens qui aimeraient débuter le FPV ou du moins tester l'aventure de ce nouveau hobby, mais qui n'ont aucune connaissance en la matière. Alors, je vous dis une vidéo, mais il y aura deux vidéos. Dans la première, nous aborderons la chronologie, les différentes étapes à suivre pour entrer en bonne intelligence dans le FPV. Ensuite, je vous parlerai des notions de base, et le vocabulaire, le langage FPV, afin de ne pas commettre des erreurs qui arrivent parfois aux débutants qui souhaitent commander sur un site internet leur premier produit FPV. Et dans la deuxième vidéo, je vous présenterai un guide d'achat avec un budget qui s'étalera de 100 à 300 euros. C'est un travail de synthèse que j'ai effectué là en regardant un très grand nombre de reviews, de tests, de blogs, d'articles, de gens qui sont là depuis longtemps, de leaders d'opinion, dont tous les avis convergent vers ces produits qui s'avèrent être de bonne qualité, avec un budget modeste, et qui sont ceux vers lesquels devrait se diriger le débutant. Pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien simplement parce que j'ai de nombreux amis qui me posent plein de questions, et plutôt que de répondre de manière individuelle à chacun d'entre eux, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Mais avant de la faire, j'ai regardé beaucoup de choses, malgré toutes les choses que j'ai vues. Je n'ai vu aucune vidéo, même faite par des pros, qui parlait des écueils, qui sont pourtant simples, mais dont il faut avoir connaissance, pour éviter de se tromper quand on fait nos premiers achats FPV. Et il y en a quelques-uns. Et si on commet ces erreurs, eh ben on va se retrouver avec du matériel qui visiblement devrait fonctionner, pourtant ne fonctionne pas, on va passer du temps, de l'énervement, bref, on va avoir la motive qui descend et c'est pas le but du jeu. Première partie, la chronologie, les étapes à suivre pour entrer en bonne intelligence dans le FPV. La première, c'est le simulateur. Parce que si vous allez voler directement avec votre drone, sans n'avoir jamais volé avant, vous allez le crasher. Donc on va s'entraîner sur le simulateur, on va acquérir une mémoire musculaire, et en plus, ça va nous permettre de voir si on accroche avec ce truc-là. Est-ce que ça me plaît de voler? Est-ce que c'est fun? Est-ce que j'ai envie d'aller plus loin? Ou alors est-ce que je m'arrête là? Auquel cas, j'aurais pas dépensé beaucoup d'argent. Donc des simulateurs, il y en a plusieurs. Au niveau des prix, ça va de 0 à 20 euros, il y a des versions gratuites pour certains, jusqu'à 20 euros pour d'autres. Les graphismes sont différents selon les jeux. La physique est différente, puisque nous, notre but, c'est essayer de trouver le simulateur qui va se rapprocher le plus de la réalité, avec la gravité, la réaction du quad par rapport aux commandes qu'on lui donne. Et donc, de l'avis de grands leaders d'opinion, c'est Velocidrone qui ressort. Lui, il a des graphismes moins poussés, mais au niveau de la physique, c'est celui qui se rapproche le plus de la réalité. Mention spéciale à GTA qui propose une map monstrueuse. Il n'y a pas de race, la race c'est la course. Là, c'est que de la balade, l'entraînement au freestyle, au freeride, dans la ville, dans un monde animé, au bord de mer, dans les montagnes, c'est vraiment géant. Il demande 72 Go d'install et il ne tourne que sur PC. Il y a d'autres jeux, ne vous inquiétez pas, il y a Liftoff, la communauté semble beaucoup jouer à Liftoff. Il y a ensuite DRL et DSL. Ce sont d'autres jeux où là, il y a de la race. Alors même si vous n'êtes pas intéressé par la race, qu'est-ce que c'est? C'est des chronomètres, on fait la course avec des portes à passer et le but c'est d'aller le plus vite possible. On joue contre soi-même ou contre une communauté, ça c'est fun. Même si vous n'êtes pas intéressé, moi je vous conseille quand même, quand vous aurez pris un petit peu de niveau, c'est d'essayer de passer quelques portes, puisque ça va vous entraîner à contrôler les gaz. Le gaz c'est super important pour rester près du sol, pour apprendre à être super doux avec les commandes. C'est vraiment une bonne école. Piloter un drone, c'est comme une voiture avec l'accélérateur. On ne met pas des grands coups, on est super doux avec la pédale, on la caresse. C'est exactement pareil avec un drone. Et s'entraîner à la race, c'est super formateur. Je vous laisse découvrir les liens dans l'article. Donc la physique est un petit peu différente selon les jeux. DSL il a des super graphismes, mais le quad il plane vraiment, ça se rapproche pas trop de la réalité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les développeurs des jeux, ils font des mises à jour qui peuvent améliorer ça, donc il faut toujours voir ce qu'il y a dans le futur. Néanmoins, quel que soit le jeu, vous allez progresser, c'est une étape indispensable, vous allez comprendre comment ça fonctionne, c'est sans risque, il faut vraiment y passer quelques heures. Personnellement, je joue sur Freerider, il est peu gourmand en ressources. Il y a une version gratuite, c'est le seul qui propose une version gratuite. Et j'ai un Mac de mi-2012 qui tourne en 2.9, donc il tire la patte, c'est le seul qui tourne correctement sur mon ordi. Et ça tourne sur PC et sur Mac, vous pouvez vous rabattre là-dessus si vous avez une vieille machine. Les maps sont petites, il y a la version classique, la version Recharge. Perso, je préfère celle-ci, les maps sont plus sympas. Et vous pouvez rajouter encore 2 euros pour avoir des maps supplémentaires. Ça vous fait, Recharge il est à 9, ça doit faire 10-11 euros au total. C'est vraiment sympa. Même si les maps sont pas grandes, ça va vous entraîner, surtout si vous n'êtes pas quelqu'un qui a envie de passer des heures dessus. Une petite map, un jeu pas cher, ça fonctionne. Donc je vous le répète, même si les physiques sont pas toujours au top,
la mémoire musculaire, elle va se développer et c'est quand même ça l'essentiel. Pour jouer au simulateur, il va vous falloir une radio. Là, vous avez deux choix. Soit vous prenez un joystick, vraiment une manette de jeu vidéo que vous branchez à votre ordi, soit une radio, celle-là même que vous avez utilisée pour piloter votre drone, parce que les radios qu'on utilise, on peut les brancher via USB sur l'ordi pour jouer. Et là, c'est le top, puisque on s'entraîne vraiment avec la même chose avec laquelle on va voler, c'est le mieux. Alors la première option, avec un joystick de jeu vidéo, vous allez déjà dépenser entre 30 et 50 euros pour un truc qui ne vous donnera pas les mêmes sensations et surtout, c'est un budget supplémentaire. Alors que si vous voulez rentrer dans le FPV, de toute façon, on va le voir dans pas longtemps, il va falloir une radio. J'ai nommé la Taranis QX7. Donc celle-ci, c'est celle que j'utilise, celle qui sera dans le guide d'achat, que beaucoup de gens plébiscitent pour rentrer dans le milieu, mais pas seulement, puisque des pros l'utilisent. Celle-ci, vous pouvez la garder très très longtemps, puisqu'elle a tout d'une grande, elle fait exactement les mêmes choses que des radios qui valent plus cher, donc elle n'a pas à rougir et elle est top. Cette radio, elle coûte 90 euros. C'est la meilleure entrée dans le domaine, puisque vous avez déjà la radio pour la suite, et c'est avec celle-ci que vous allez vous entraîner sur le simulateur. Certains vont peut-être dire, oh là, 90 euros, ok, un jeu gratuit ou un jeu à 10 euros, ça fait 100 euros, et si j'ai pas envie de continuer, j'ai dépensé 100 euros. On n'a rien sans rien, d'une part. De toute manière, cette radio, elle est tellement bien qu'il y a tout le temps des gens qui en veulent. Donc sur le marché de l'occasion, elle se revend très bien. Donc dans le pire des cas, après quelques heures ou quelques minutes, si vous n'avez pas accroché avec ce type d'activité, si vous n'avez pas faire voler votre drone sur un simu, vous pouvez la revendre. Vous aurez investi dans un jeu vidéo ou si vous avez essayé, c'est ce que je vous conseille, la version gratuite de Freerider, vous aurez perdu 10, 20, allez, 30 euros max. Donc c'est vraiment pas la mer à boire et ça vous permet de rentrer comme il faut dans l'activité. Alors on résume l'étape 1, on a acheté une radio et un simulateur. Dans le même temps, on a commandé un drone ou alors on attend de voir si ça nous plaît, on commande. Qu'est-ce qu'on commande? On commande quelque chose comme ça. Ça s'appelle un tiny, c'est-à-dire, tiny, ça veut dire petit, un petit drone. Celui-là, ce qui est génial, ou ceux de sa famille, ce qui est génial, comme vous le voyez, c'est qu'il y a des protections d'hélice. Donc c'est un danger pour personne, ni pour vous, ni pour votre entourage. Ça ne se casse pas facilement, et surtout, on peut en faire à l'intérieur. Ça, c'est super, puisque pour débuter, vous n'avez même pas besoin de sortir de chez vous, et même quand vous n'en serez plus au stade du débutant, c'est super fun. Déjà l'hiver, si vous ne pouvez pas sortir et qu'il pleut, que vous avez envie de voler. Après le boulot, n'importe quand, on s'assoit dans le canapé, on branche ça, on se balade dans la maison. C'est super. On dirait pas dit comme ça, mais franchement, c'est un régal, on s'amuse beaucoup. Un autre avantage, évidemment, c'est que ça ne coûte pas cher. Un point positif à s'entraîner à la maison quand on débute aussi, avec ce petit truc-là, c'est que ça va vous entraîner à gérer les gaz. Parce que si vous ne gérez pas les gaz, il y a un plafond au-dessus de votre tête et vous allez coller le drone là-haut. Alors vous n'allez pas forcément le casser, mais vous n'allez pas arriver à voler correctement. Donc voilà, une fois de plus, la gestion des gaz, super important, et le fait de voler en espace confiné, au début, je ne vous cache pas que ça ne va pas être facile. Vous allez voler en stabilisé. Il y a 3 modes de vol sur un quad, j'y reviens dans la deuxième partie. Tout ça pour dire que voilà, ça va vous entraîner à la gestion des gaz, une fois de plus, comme la race sur le simulateur, et ça c'est génial parce que quand vous arrivez à maîtriser les gaz avec votre drone, vous avez déjà fait un grand pas et c'est super important. Alors je vous explique un petit peu comment on dénomine un drone. Je vais en chercher un plus gros, j'arrive. Ça c'est un tiny, ça c'est pas un tiny. Vous voyez la différence? Donc ça c'est un 75 mm, en fait on mesure la distance qui part d'un bout d'un bras en diagonale jusqu'à l'autre bras, donc ça fait 7,5 cm. Donc ce sont deux quads pour des utilisations différentes. Sachez que, évidemment, à part le fait que ça, on ne peut pas en faire dedans et que ça peut être dangereux, c'est pas que ça peut être, c'est dangereux si on fait n'importe quoi. Mais le point qui vous intéresse en tant que débutant, c'est comme une voiture. Plus la voiture est grosse, plus tout coûte cher, et là c'est pareil. Des batteries pour ça, des hélices de rechange pour ça, quelle que soit la pièce qu'on veut changer là-dessus, ça va coûter beaucoup moins cher que sur quelque chose qui est plus gros. Donc pour débuter, ça, on les trouve à moins de 100 euros et c'est vraiment génial. On va revenir sur les spécificités des quads dans le partie guide d'achat. Mais voilà, donc c'est pas cher, ça se casse pas, on peut en faire dedans ou dehors. Si vous allez dehors, je le répète, il ne faut pas qu'il y ait de vent, ce sont des petits espaces. Si vous allez dehors, un point important, là je vous renvoie une fois de plus à l'article, il y a des choses à faire et des choses à pas faire. Il y a une réglementation qui concerne les vols de drones. Nul n'est censé ignorer la loi. Vous voilà prévenu. Allez y jeter un coup d'œil. Il y a un lien vers Alpha Tango aussi pour ceux qui aimeraient passer l'attestation de formation en ligne. Ça ne concerne pas ça, mais ça peut vous entraîner à faire un petit bilan de vos connaissances. Et puis ça fait pas de mal de savoir de quoi ça parle. Petit résumé, étape 1, simulateur radio. Étape 2, on s'entraîne avec ça. Étape 3, on peut passer enfin, ou pas, à plus gros. Si ça nous plaît et qu'on a envie de continuer, on passe à plus gros.
Alors, dans les coups de cœur, dans le guide d'achat, je vous ai mis quelques BNF. Les BNF, c'est des choses qui sont prêtes à voler. Vous inquiétez pas, on va parler du vocabulaire dans pas longtemps. C'est pour ça que c'est important qu'on fasse cette petite vidéo. Étape 3, c'est des choses comme ça. On en reparle après. Il n'y a que 3 étapes, mais il y a des sous-étapes. Vous allez faire du simu et de la radio. Mais dans le même temps, avant que votre tiny arrive ou quand votre tiny est arrivé, à un moment ou un autre, si possible pas trop tard, dans votre progression, il va falloir vous rapprocher de la communauté. Pourquoi? On a toujours des interrogations, ou alors on n'arrive pas à faire marcher un truc, ou alors on a envie de progresser. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Allez regarder des tutos sur Internet concernant le pilotage. Ça vous permettra de vous entraîner intelligemment et de perdre moins de temps. Bref, la communauté, vous allez apprendre des trucs, vous allez voir les dernières vidéos, vous allez apprendre les différentes disciplines, le ciné-whoop, le freestyle, le long range, le freeride. Et donc, à l'étape où vous pourrez acheter ça, vous saurez vers quoi vous voulez tourner et donc vous pourrez acheter la machine qui correspond à votre besoin et à votre type de vol. On a fini avec la chronologie, donc on achète une radio, un simulateur, on s'entraîne, on passe au tiny à la maison, ensuite on peut aller dehors faire un tour en ayant connaissance de la loi. Et on va bien s'amuser dehors selon le tiny. Vous verrez qu'on peut brancher 1 ou 2 batteries, ce qui fait qu'en intérieur on en met 1, en extérieur on en met 2 pour encore plus de puissance. Sur les 3 tiny du guide d'achat, il y en a 2 qui sont listés où on peut mettre 1 ou 2 batteries, donc c'est vraiment génial. Dans le même temps, on se rapproche de la communauté et enfin, on passe en connaissance de cause au plus gros drone en fonction du type de vol qu'on désire faire. On passe donc maintenant à la deuxième partie. À la fin de cette deuxième partie, je vous explique plusieurs écueils à éviter quand vous êtes sur un site d'achat. Il y a plein de boutons différents, plein d'options. Et si on n'a pas les connaissances nécessaires, on ne va pas savoir quoi prendre. Ou alors on ne fait même pas attention en pensant que ce n'est pas important. Et on se retrouve avec du matériel qui ne fonctionne pas. Pas parce qu'il est défectueux, mais parce que les choses ne communiquent pas entre elles. Et c'est pour ça qu'on démarre cette partie avec la notion de communication entre la radio, les lunettes et le drone. Ils parlent entre eux, comment ça fonctionne. Alors, la radio, elle envoie un signal au drone. Le signal, il sert à commander le drone. Je veux monter, je veux descendre, ça c'est la radio qui envoie un signal. Donc la radio, elle a besoin d'un émetteur. Et le drone, pour recevoir nos ordres, il a besoin d'un récepteur. Le récepteur, on va l'appeler RX. Il se trouve là-dessus, il y a un RX, un récepteur. Je lui envoie les informations via la radio et avec l'antenne qu'il y a là, ou une autre. J'envoie des informations au drone et le drone les reçoit grâce à une antenne. Là, on ne la voit pas, elle est dessous. Et un RX. Et lui, il bouge en fonction. Première communication. Deuxième communication, dans mes lunettes, je vois ce que voit le drone via la caméra FPV. La caméra filme. Elle envoie un signal via un émetteur vidéo. Ça va s'appeler un VTX. Elle va la renvoyer à un récepteur sur mes lunettes qui va s'appeler un VRX. Donc là, il va falloir une deuxième antenne sur le quad pour renvoyer le signal vidéo vers mes lunettes qui sont équipées d'une ou de plusieurs antennes. Donc comme vous l'avez compris, il y a 2 antennes sur mon quad, une qui reçoit un signal qui vient de ma radio et une autre qui renvoie un signal vidéo vers mes lunettes. Et tout ce qui envoie ou reçoit un signal doit être doté d'une antenne. Voilà, on a fait court. Une petite parenthèse. Ce que vous voyez dans les lunettes, ce n'est pas les méga belles vidéos que vous voyez sur Internet. En fait, on va prendre ce quad-là. Là, c'est ce qu'on appelle la caméra FPV. C'est celle qui vous sert à piloter votre drone, puisque l'image que vous voyez dans vos lunettes, c'est celle de la caméra FPV. Les gens qui montent des images faites avec leur drone, ces images, elles sont faites avec une caméra d'action type GoPro qui est posée sur le drone. D'accord? Donc en fait, il y a 2 caméras, une là et une là pour ceux qui veulent ramener des images et qui n'ont pas peur de tout casser. Donc c'est un conseil. On évite de mettre une GoPro quand on n'a jamais piloté un quad, histoire de pas tout casser. Mais voilà, faut le savoir, hein, c'est pas la même. Ça, ce qu'on voit à l'image, c'est le feed FPV, c'est-à-dire ce que je vois dans mes lunettes. Ce dont on parle ici, c'est de l'analogique. La HD, c'est autre chose, ça coûte cher, c'est pas le propos de cette vidéo, donc on le laisse de côté. Alors, qu'est-ce qui fait que on peut piloter son drone loin ou pas? Avec tout ce que je viens de vous dire à propos des RX, des VRX, des VTX, c'est la qualité des signaux. La qualité des signaux, elle dépend de plusieurs facteurs. De la qualité de vos antennes, de la qualité des émetteurs, de la qualité des récepteurs, de la hauteur par rapport au sol où se trouvent les antennes. Est-ce qu'il y a des obstacles devant? Donc il y a plein de facteurs qui entrent en jeu. Sachez que ça peut aller plus loin selon le matériel que vous embarquez sur votre drone et que vous avez sur votre radio et vos lunettes. Il y a plein de facteurs. Nous, avec les Tiny, on l'envoie pas loin, donc on n'a aucun problème, aucun souci à se faire de ce côté-là. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais quand ce sera l'heure de passer à du plus gros, de passer du Tiny au 5 pouces par exemple,
vous aurez le choix soit de monter vous-même votre drone, soit de l'acheter tout prêt. Je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite précédemment en ce qui concerne le pour et le contre de le monter ou de le faire monter ou de l'acheter tout prêt. C'est pas le propos, mais quoi qu'il en soit, vous allez commencer par quelque chose qui est prêt. Donc il y a deux abréviations qui concernent ce type de drone, ce sont les RTF et les BNF. On commence par les RTF. RTF, abréviation anglaise qui veut dire Ready to Fly. Ça veut dire que vous avez un pack complet avec le drone, la radio, les lunettes, le chargeur et quelques batteries. Ça c'est génial parce que vous achetez ce pack, vous n'avez à vous occuper de rien d'autre, c'est prêt à voler. Ça ne coûte pas trop cher. Le point négatif, c'est que vous n'aurez pas la radio dont on parlait précédemment. Et donc ça veut dire pas de simulateur, à moins de dépenser 30, 40 ou 50 euros en plus avec un joystick qui va vous permettre de jouer sur l'ordinateur. Donc ça vous fait gonfler le budget, ou alors vous n'avez pas de simulateur. Est-ce que vous êtes vraiment limité à ce budget-là, ou est-ce que vous pouvez y mettre un petit peu plus pour acheter une bonne radio et le Tiny, ou alors un pack? Mais le pack, vous verrez que le deuxième pack, Tiny Hawk 2 de chez IMAX, il est pas mal. Certains le volent avec la radio dont on parle, et il n'a pas à rougir face aux autres, donc c'est cool. Le problème, c'est que si vous décidez de continuer, après l'achat d'un de ces deux packs RTF, il va falloir racheter une radio et des lunettes. Dans le cadre du premier pack EasyPilot, il faudra racheter un Tiny aussi. Si vous achetez le deuxième pack qui est à 160 euros environ, vous pourrez encore garder le Tiny et avoir d'autres lunettes et la radio. Deuxième abréviation, les BNF. Les BNF, ce sont des Bind and Fly. Ça veut dire quoi? Il faut appairer son drone à la radio. Ça sous-entend qu'on achète un BNF, c'est-à-dire juste le drone. Celui-là, c'est un BNF. Je l'ai acheté comme ça, pas avec ses hélices parce que les pauvres, elles sont plus de ce monde à l'heure qu'il est. Mais on achète juste le drone et on a déjà la radio et on va appairer le RX, vous vous souvenez, on en a parlé tout à l'heure, le récepteur à la radio. Alors je vais d'abord faire tout le vocabulaire et comme je vous disais, il y a des écueils à éviter et là il y a un premier écueil. J'y reviens à la fin de la partie qui concerne le bon RX à choisir en fonction du modèle de votre radio puisqu'il y a des protocoles différents, on y arrive bientôt. On vient de voir les RTF et les BNF. RTF, tout un pack, rien d'autre à acheter. BNF, le quad il est prêt, mais avec le quad. On en arrive à un autre terme. C'est pas un terme, c'est le nom d'un software, d'un programme. Ça s'appelle Betaflight. Il y en a d'autres. Mais ce sont des petits programmes, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'allez pas bricoler votre drone, vous n'avez pas à le monter, puisqu'on parle de BNF et de Tiny qui sont déjà prêts à voler. Néanmoins, il va falloir ouvrir votre ordinateur, installer un programme, que ce soit sur Mac ou PC, pour configurer votre drone et faire en sorte que la radio soit bien calibrée pour prendre les informations de votre drone. La communauté, vous vous souvenez, on en a parlé dans la chronologie, et Internet regorge de tutos, c'est pas un problème, on apprend un petit peu, c'est pas sorcier. Il y a des très bons tutos qui vous expliquent comment ouvrir le logiciel pour configurer comme il faut le drone et la radio, il n'y a pas de problème. À propos de logiciel, pour configurer des trucs, il y en a un deuxième qu'il faudra télécharger. Je vous renvoie vers l'article dans l'onglet lien utile. Vous avez un lien pour télécharger un petit soft qui va vous permettre de ce coup-ci configurer juste la radio, de créer des profils pour vos quads. En fait, on peut piloter plein de quads différents avec une seule radio. Il va juste falloir créer un profil par drone avec lesquels vous voulez voler, assigner des switches, des interrupteurs à votre radio pour pouvoir commander à votre drone de faire telle ou telle chose. On y revient dans pas longtemps. Voilà, donc vous aurez deux softs globalement à ouvrir sur votre ordi avant de vraiment piloter tous ces trucs-là, sauf dans le cas de pack RTF. Maintenant, je vous explique les modes de pilotage de la radio. On va pas y passer longtemps, mais ça vaut le coup de le savoir. Il y a plusieurs façons de piloter. Moi, je suis en mode 1, c'est-à-dire j'ai les gaz à droite. En bas, il n'y a pas de gaz, et plus je monte, plus je mets les gaz. Le mode 2, les gaz sont de l'autre côté, les gaz sont à gauche. Donc il y a 4 modes de vol principaux. Pas d'inquiétude, on peut passer de l'un à l'autre en dévissant derrière, en serrant et en desserrant des ressorts, il n'y a pas de souci. C'est un des autres avantages du simulateur, vous allez pouvoir vous entraîner et savoir de quel côté vous aimez mieux avoir les gaz, tourner, monter, descendre. Maintenant, on va parler des différents modes de vol du quad. Il y a 3 modes de vol principaux. Mais avant de parler de ça, j'aimerais qu'on revienne sur les différents termes, les mouvements d'un avion ou d'un quad et comment ça s'appelle en anglais. Puisque après, je vais vous parler des sticks de la radio et des modes de vol du quad. Et donc, on va s'exprimer en anglais puisque tout le monde s'exprime en anglais avec ces 4 termes. Donc, c'est parti. Le premier, c'est les gaz. Justement, si je mets des gaz et que mon quad est à plat, il va monter. Si j'enlève des gaz, il va descendre. En français, on dit mettre les gaz. En anglais, c'est le throttle. Donc moi, je vous le disais, mode 1, throttle, il est là. Cet axe-là, c'est le roulis. En anglais, on dit roll. L'axe de la longueur,
c'est le pitch. Si je veux faire un flip arrière, hop, moi je vais mettre mon pitch qui se trouve ici, comme ça. Ça va le faire tourner plus ou moins vite. Et enfin, le yaw, c'est tourner à plat comme ça. D'accord? Donc, throttle, yaw, pitch et roll. Voilà, maintenant qu'on sait ça, on peut passer au mode de vol du quad. Tous vos drones, à l'exception du premier pack dans la liste, le RTF Easy Pilot, tous les autres, ils ont 3 modes de vol. Le premier mode, c'est le mode stabilisé. Stabilisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si j'incline mon pitch très très fort, il ne va pas se retourner complètement. Il est stabilisé, je ne peux pas prendre de forte inclinaison, quel que soit mon plan de vol. Et il revient, dès que je lâche mon pitch, mon yaw ou mon roll, il revient à plat tout de suite. Les gaz, c'est moi qui les contrôle, mais c'est la seule chose que je contrôle à 100%. Le reste, il n'y a pas de forte inclinaison, il revient à plat. Ce mode stabilisé, on l'appelle le mode angle. Deuxième mode de vol, le mode horizon. C'est un peu comme le mode angle, c'est-à-dire qu'il revient se stabiliser. Si je mets du roll ou du pitch un petit peu et que je lâche, il revient tout de suite. La différence, c'est que si la course de mon stick dépasse 50%, je peux lui faire une rotation complète. Ça veut dire quoi? Là, j'ai mon pitch. Si je pitch un tout petit peu et que je lâche, il revient direct. Si la course de mon stick dépasse les 50%, on va dire si je vais à fond, eh ben, je vais engager la rotation complètement. Si je relâche, il va revenir se mettre à plat. Donc si je dépasse pas les 50%, il fait ça et il revient. Alors que dans l'autre cas, même si je vais à fond avec le mode angle, le premier mode, eh ben jamais il va faire ça. Et enfin, le dernier mode, c'est le mode accro. Ben là, il n'y a plus de stabilisation, c'est-à-dire que si mon pitch, je le mets comme ça et que je le laisse comme ça, il va rester comme ça, et il ne va pas revenir à plat tant que je n'ai pas donné l'ordre inverse. Et même si j'en mets qu'un petit peu, il va continuer comme ça, il n'y a aucune limitation. Donc quand vous allez démarrer, vous allez commencer en stabilisé, ne serait-ce qu'instinctivement, y compris sur le simulateur. Mais le but du jeu dans cet apprentissage, c'est d'essayer de passer le moins longtemps possible sur les 2 premiers modes pour arriver au mode accro, pas le plus rapidement possible. Mais disons que vous devez savoir que par confort et facilité, si vous restez trop longtemps en angle ou en horizon, ça va être super compliqué ensuite d'aller en accro, parce que c'est plus difficile, mais il faut sortir les doigts pour y arriver. Après, vous allez voir que c'est super fun. Parenthèse dans la maison, moi des fois aussi je suis en horizon parce que j'ai pas eu beaucoup de réussite, j'ai envie de m'amuser, j'arrête l'accro et je repasse en horizon et plus facilement contrôlable et on s'amuse. Mais dès que vous êtes dehors, vous pouvez vous lâcher et aller en accro. Alors petit tips, quand vous êtes dehors, c'est le meilleur endroit pour démarrer en accro parce qu'en intérieur vous allez voir ça tape dans tous les sens. Ceux qui font du tunnel ils savent bien de quoi je parle. GGN, hein. Ça tape dans le verre, ça tape dans le verre, ça tape le filet. Ça fait plus mal qu'avec le drone parce qu'on n'a pas des propres guards. Petite parenthèse refermée, voilà. En intérieur, ok, accro pas forcément, mais dehors, entraînez-vous à l'accro. Comment on fait? Je démarre en stabilisé, en angle ou en horizon, je vole, je prends un peu de hauteur, pas trop quand même, et là je passe en accro. Je m'entraîne, si ça se passe mal, vite je switch, je reviens avec un mode plus facile. Ou éventuellement ça se passe bien, je continue, je suis pas trop serein pour me poser quand j'arrive près du sol, pas trop loin de moi. Je repasse en angle ou en horizon et je me pose. Plus je m'entraîne, plus je passe de temps en accro, jusqu'au moment où je reste tout le temps en accro. Vous allez voir que même ensuite, en revenant à l'intérieur, avec votre expérience et votre doigté, vous vous souvenez du gas management dont on a déjà parlé 2 fois tout à l'heure, ça va se ressentir et vous pourrez voler même en accro dedans. Alors ouais, t'es gentil, ouais, on change de mode. Comment on fait pour changer de mode? Vous allez configurer votre radio, justement, pour lui dire, moi, sur ce bouton, je veux ça, sur ce bouton, je veux ça. C'est indispensable. Alors, on va écouter, par exemple, ça. Moteur démarré, moteur coupé. Il va falloir démarrer votre engin. Donc si vous ne configurez rien, avec le logiciel pour configurer ça et dans Betaflight, pour être sûr que ce bouton il correspond à l'armement des moteurs de ce quad, ça ne fonctionnera pas. En ce qui nous concerne, je vous ai dit, voilà, on passe en stabilisé, ensuite on va en accro, si ça se passe mal, on revient. Ben moi, j'ai assigné un switch 3 positions, voilà, aux 3 modes de vol différents. Donc là, je suis en angle. Mode de vol, horizon. Mode de vol, accro. Voilà, donc là, je pilote. Donc là, j'étais en angle, vous voyez. Là, j'étais en angle. Je pilote en angle. Ah, je suis bien là, je vais en... Mode de vol, accro. Je vais en accro, ah, ça se passe mal. Mode de vol, angle. Avec un doigt, j'ai pu changer de position. Donc voilà, c'est super pratique. C'était le tips de vol du jour. Et surtout, une des raisons pour lesquelles vous devez configurer votre radio. Alors, on parle des lipos un petit peu, puisqu'en fait, quand on parle d'un quad, on l'appelle par sa taille. Donc ouais, moi j'ai un 5 pouces en 4S et je vole avec des 1500, par exemple.
Donc je vous traduis un petit peu tout ce que ça va être. On va parler des LiPo et des S. Les S, c'est le nombre de cellules. Ça, c'est une 1S, c'est-à-dire LiPo, lithium polymère, puisqu'on ne dit pas batterie, on dit lithium polymère, abréviation LiPo. 1S, c'est-à-dire qu'elle a un seul élément, une cellule. Celle-ci, par exemple, c'est une 2S, 3S, 4S et 6S. Vous voyez, là, il y a 6 cellules. Et celle qui nous sert pour notre Tiny, il y a une cellule. Pour notre Tiny, pardon, il y a une cellule. En plus du nombre de cellules, il y a la capacité de chaque batterie. Ça, c'est une 300 mAh. Ça, c'est une 2200. Alors évidemment, il y a la capacité et le nombre de cellules qui correspondent à la taille de vos moteurs, qui correspondent eux-mêmes au poids de votre quad. Si on ne branche pas la bonne LiPo sur le bon quad, on risque soit de ne pas le faire décoller parce qu'il n'y a pas assez de puissance, soit de tout cramer. Donc il faudra se renseigner. Dans l'article, il y a quelques infos supplémentaires concernant les LiPo, mais je vous conseille vraiment d'approfondir un peu le sujet, ne serait-ce que de bien lire les notices quand vous recevez des LiPo, et un chargeur, notamment les plus grosses, parce que là, il n'y a pas de notice quand vous achetez ces trucs-là. Un truc quand même qu'il faut savoir, c'est qu'on ne décharge jamais une batterie à fond. La tension nominale d'une cellule, quelle que soit sa taille, est de 3,7 volts. Quand elles sont pleinement chargées, les LiPo, la cellule, elle fait 4,2. Et donc, si je la décharge trop, je la tue. Il n'y aura plus de jus, elle sera morte. Donc, dans l'OSD, on va parler de ce terme dans pas longtemps, dans votre masque, vous pouvez, via Betaflight, le logiciel dont on a parlé tout à l'heure, faire en sorte de voir apparaître sur votre écran en surimpression sur l'image de la caméra FPV des informations de vol qui sont importantes, notamment pour voir où vous en êtes dans la consommation électrique pour pas justement griller ça. Il ne faut jamais les descendre trop bas. À 3,7, il faut se poser. Il y en a qui vont plus bas. Moi, personnellement, j'essaie de faire attention pour que mes LiPo durent plus longtemps et que j'ai une meilleure autonomie de vol, parce que des vieilles LiPo, elles sont rincées et l'autonomie de votre quad, il va voler moins longtemps. Et le but du jeu, c'est qu'on puisse voler le plus longtemps possible. Donc à 3,7, je me pose. Si j'ai 2 cellules, je multiplie 3,7 par 2, ça me donne le voltage auquel il faut se poser, et ainsi de suite. Quand elles sont pleines, chaque cellule fait 4,2. Donc, si j'ai une 2S, quand elle est pleine, ça va faire 8,4. Et ainsi de suite. Celle-ci, il y a une petite LED qui me dit si elle est encore bonne ou s'il faut que je la recharge. Ça, c'est pour le masque. Donc, super important, on ne les décharge pas à fond, sinon on les tue. Évidemment, la consommation va dépendre de votre manière de piloter. Quelqu'un qui va aller à fond sans arrêt, il va consommer plus et son autonomie de vol va être réduite d'autant. Dans le guide d'achat, il y a un petit sac de protection LiPo, pas pour les protéger contre les coups, mais parce que c'est de l'électricité qui circule là-dedans, et notamment pour les grosses batteries. Vous voyez derrière moi là, voilà, une caisse de munitions. C'est-à-dire que si jamais il y a un souci et que ça se met à brûler, ça va contenir le feu. C'est important pour les gros trucs, parce qu'avec l'électricité qui circule, surtout si on prend pas soin de ses LiPo, ça pourrait mal se passer. Tout comme la charge. Quand on charge, on fait attention à ne pas faire de bêtises, à bien donner la bonne capacité, le bon nombre de cellules, à pas charger à trop de C. On rentre pas dedans, comme je vous le dis, c'est pas le propos, mais il y a 2-3 trucs à savoir sur les LiPo pour pas mettre le feu à la maison, pas griller votre quad, prendre soin de vos LiPo pour avoir un plus grand confort de vol, voler plus longtemps avec des batteries qui ont la patate. Allez, on enchaîne avec l'OSD, On-Screen Display. Qu'est-ce que c'est ? C'est à l'intérieur des lunettes, vous allez voir vos informations de vol. Depuis combien de temps vous avez armé les moteurs, la consommation de vos LiPo, le pourcentage de gaz que vous mettez. Il y a plein de choses qui sont importantes. Pour certains, pour d'autres, il y a des choses qui sont importantes pour tout le monde. Comme je vous disais, la consommation, savoir à combien il reste dans votre LiPo ou à combien elle en est, ça c'est primordial. Et après, chacun adapte en fonction, vous prenez pas un pilote de chasse, il y en a, ils en mettent plein, on dirait un sapin de Noël. Chacun voit midi à sa porte. Voilà, On-Screen Display. On a parlé de l'OSD, on parle du DVR. Le DVR, c'est quoi ? C'est quelque chose qui vous sert à enregistrer ce que vous voyez dans votre masque, avec une qualité différente de ce que vous voyez. Vous voyez la même chose qui est enregistrée, mais ce que vous voyez, c'est quand même d'une meilleure qualité que le DVR. Il ne faut pas juger de la qualité d'un masque ou d'une paire de lunettes à la qualité de son DVR. Ça donne une idée, mais il ne faut pas s'y fier à 100%. Ce qu'il faut se dire, c'est que la qualité du DVR, elle dépend de la caméra qui se trouve sur votre quad, et il y a des caméras de différentes qualités. Ça, c'est une très bonne caméra. Ça, c'est une très mauvaise caméra. C'est pas toutes les caméras des Tiny qui sont mauvaises, c'est sur ce modèle-là qu'elle est pas top. Voilà, pendant que je parle, je vous mets une session avec 2 modèles de masques qui sont présents dans le guide d'achat. Un de qualité supérieure, l'autre c'est le EV800D. Celui-là, c'est celui qui est conseillé dans le guide, il est très très bien. Donc vous voyez que la qualité n'est pas tant différente avec les 2 modèles, mais comme je disais,
on ne se fie pas juste à la qualité du DVR pour la qualité des lunettes. À quoi ça nous sert d'avoir un DVR et d'enregistrer? Eh bien, la première des raisons, si vous avez un crash, vous avez enregistré, si vous n'avez pas enregistré, dommage. Mais si vous enregistrez à chaque fois que vous décollez, et que vous avez un crash et que vous n'arrivez pas à vous repérer dans l'espace, et que vous ne savez plus trop où vous avez crashé, vous pouvez revisionner la dernière session, remonter dans le temps et voir à peu près à l'endroit où vous étiez au moment où vous êtes crashé. Ça va vous aider à retrouver votre drone. Un autre point super positif, c'est que si vous voulez vraiment vous mettre dedans, apprendre à voler et pas perdre une seconde, vous enregistrez toutes vos sessions, vous rentrez chez vous, vous vous débriefez, vous regardez toutes vos sessions et se regardez voler. Même si on voit que ce que le quad voyait et ce que vous voyez, vous pouvez vous corriger, vraiment vous améliorer en vous débriefant via le feedback vidéo. Puis enfin, vous pouvez vous amuser à faire des petits montages. C'est toujours fun, même si là, la qualité n'est pas au rendez-vous, puisque, comme je vous le disais, pour faire des méga trucs, il faudra mettre une caméra d'action sur des quads plus gros, puisqu'on ne va pas pouvoir mettre une GoPro qui fait 90 grammes sur un quad qui fait 25 grammes. Ça ne va pas fonctionner. On en a fini avec le vocabulaire et les notions de base. Vous avez remarqué sans doute qu'on n'a pas parlé d'un truc, ce sont les lunettes. Les lunettes, je vais vous en parler un petit peu plus en détail dans le guide d'achat. Je vous les montre rapidement. Ça, c'est un masque. C'est ce qui est accessible avec le budget qu'on s'est fixé au départ. C'est un masque, un verre. Ça, ce sont des lunettes. Donc, il y a 2 verres. Des différences, évidemment, la taille, le confort, le poids, mais il y en a beaucoup d'autres, notamment techniques et plus importantes que juste le look. J'en parle un petit peu dans le guide d'achat. Comme je vous le disais dans cette vidéo, le guide qui va suivre dans le prochain épisode, il est vraiment là pour vous dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, et on va pas faire des reviews complètes, c'est pas le propos. Alors on passe tout de suite aux écueils à éviter. Vous vous souvenez, tout à l'heure on a parlé des récepteurs, des RX, qui permettent au quad de recevoir les infos que transmette la radio. La radio et le récepteur, pour qu'ils marchent ensemble, ils doivent utiliser le même protocole. Ceci est une Taranis et elle utilise le protocole FrSky, ce qui veut dire que tous mes quads devront être équipés avec un récepteur FrSky ou alors que mon récepteur soit compatible FrSky. C'est le premier écueil à éviter. Attention, quand vous serez sur votre site marchand et que vous allez cliquer, il vous sera demandé immanquablement pour toutes ces choses-là, les BNF, les gros ou les tiny, les petits, peu importe, il vous sera immanquablement demandé quel type de récepteur voulez-vous. FrSky ou FlySky. FlySky, c'est l'autre grande famille, il y en a encore d'autres. La FlySky et la FrSky étant les 2 plus répandus. Il vous sera demandé quel récepteur vous voulez. Il ne faudra pas vous tromper. Donc je le répète, ce sera FrSky. Ça, c'était le premier écueil à éviter. Un deuxième point important, et là on retrouve sur la communauté souvent des gens qui posent des questions parce qu'ils sont face à un problème. Et le problème est que ils ont bien pris un récepteur FrSky sur leur quad, ils ont une radio FrSky, donc a priori il n'y a pas de problème, mais pourtant ils n'arrivent pas à appairer, vous vous souvenez, à binder leur quad à la radio. Pourquoi? On a parlé du protocole des radios, et bien là on va parler de la réglementation et de la norme qui se fait en ce qui concerne les vols de drones dans le monde et en Europe. Bien, il se trouve que l'Europe ne fait pas comme le reste du monde. L'Europe a la norme que l'on appelle EULBT, alors que le reste du monde a une autre norme qui s'appelle FCC. Si vous achetez un produit FPV en Europe, il aura la nomenclature, la norme EULBT. Et si vous achetez un produit dans le reste du monde, il aura la norme FCC et les deux ne pourront pas communiquer ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis pressé d'acheter ma radio pour commencer à m'entraîner sur le simulateur, mais que je prends un peu de temps et puis pour que ça me fasse moins cher, j'achète mon Tiny en Chine, et ben le Tiny il va être estampillé FCC alors que ma radio est EULBT, donc ça ne va pas marcher. Que faut-il faire dans ce cas-là pour ne pas se tromper? Soit tout acheter au même endroit, dans la même région du monde, soit Europe, soit reste du monde, soit, quand vous avez le choix, et ce n'est pas toujours le cas, choisir EULBT ou FCC en fonction de votre radio, si vous l'avez acheté en Europe ou dans le reste du monde. Si j'ai acheté ma radio en Chine et que j'achète mon Tiny en France, ça va être le contraire. Ma radio sera FCC et ça, ce sera ULBT. Donc, si j'ai le choix, il faut que je prenne FCC, tout simplement. Alors, si jamais vous n'avez pas le choix, ce n'est pas grave. Si vous avez acheté la radio en France, par exemple, et ça à l'étranger, donc EULBT, FCC, vous pouvez flasher, c'est-à-dire changer le firmware du quad ou de la radio. C'est une petite manip qui prend pas longtemps, qui est toute simple, qui se fait via informatique. Cependant, il faut le savoir. Vous voyez que l'erreur n'est pas grave parce qu'elle est réparable, mais encore faut-il la connaître. Vous pourriez passer beaucoup de temps
sans savoir d'où vient le problème, et ça rend fou. Donc voilà, cette erreur, on évite de la faire. Allez, on aborde une petite dernière... ce n'est pas une erreur, mais c'est un petit piège qui est invisible à l'œil nu, et si on ne sait pas d'où ça vient, ça peut vite nous faire tourner en rond et nous rendre fous. Cette erreur, elle concerne juste un câble, parce qu'en fait, quelle que soit la taille de votre quad, vous voyez, là, j'ai une petite prise pour brancher, et ça, je le branche à l'ordinateur. Il y a exactement la même chose sur n'importe quelle taille de quad. Vous voyez, sur le Nazgul, je branche ici, et c'est grâce à ce câble que je vais brancher sur mon ordinateur que je vais pouvoir me connecter à Betaflight. Je vous le rappelle, Betaflight me permet de configurer ou de modifier les réglages de mon quad et de m'assurer que tout est en bonne connexion avec ma radio. Et il y a des gens qui passent beaucoup de temps en se disant ça fonctionne pas. Tout simplement parce qu'il faut un câble, mais il faut un câble data, c'est-à-dire qui transporte les données. Il y a des câbles comme ceci, d'ailleurs celui-là il ne fonctionne pas parce que, alors je ne suis pas un expert dans le domaine, mais il ne transmet pas les données. Donc il faut changer de câble. Tout simplement. Mais ça, on peut y passer du temps en se disant que c'est des réglages propres au programme ou au quad, il y a un gros problème, alors que le problème, il vient juste de la mauvaise liaison. Vous voyez, il y a plein de petits pièges comme ça. Je suis content si je vous les évite avec cette vidéo, et c'est vraiment le but. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire là-dessous. Mais comme quoi, des fois, on peut passer des heures sur un truc, alors que c'est tout simple. Encore, faut-il savoir où regarder. Et bien voilà, le guide du débutant, première partie s'achève. J'espère que je n'ai pas été trop long. Ma préoccupation principale, c'était vraiment de vous amener les premières billes, d'éviter les premiers écueils. J'espère que ça vous a été utile et que vous avez appris des trucs. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça me fera plaisir. Abonnez-vous si ça vous plaît, ça aussi ça me fera plaisir. Et puis je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie, le guide d'achat. Je vous le rappelle, c'est une synthèse d'un très grand nombre de reviews. J'ai vraiment pris les produits qui font l'unanimité dans la communauté, qui sont destinés aux débutants, mais pas que, comme vous le verrez. J'espère qu'on se retrouve bientôt. Bon vol, ciao!